Dominique, bonjour. Cette semaine, nous recevons Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre. Bonjour, monsieur Chevènement. Bonjour. Vous avez été ministre de l'Éducation, ministre de l'Intérieur et de la Défense. Vous êtes aujourd'hui président d'honneur du mouvement républicain et citoyen, ancien candidat à la présidentielle. Vous vous intéressez beaucoup à la politique et notamment à la politique internationale, mais on va quand même commencer par le Parti socialiste qui sort d'un congrès. Vous avez un regard assez critique sur votre ancienne famille politique, monsieur Chevènement. Vous savez, je constate ce que tout le monde peut constater, c'est que les partis politiques n'ont plus rien à dire. C'est vrai du Parti socialiste, mais c'est vrai de l'UMP rebaptisé. La droite a tourné le dos au général de Gaulle, qui était quand même celui qui avait un message fort. Quant à la gauche, elle a retourné en quelque sorte, je n'ose pas dire sa veste, mais depuis déjà très longtemps, elle fait une politique qui est aux antipodes de l'orientation qu'elle avait choisie pour se refonder au Congrès d'Épinay. Disons qu'à partir de 1983 et surtout dans les années 90, on a vu un parti socialiste qui était un parti libéral, avec une pincée peut-être de social quand il y avait encore place. Donc en perte d'identité, c'est ce que vous voulez dire ? Donc aujourd'hui, nous avons des machines qui sont assez discrédité dans l'opinion. C'est la raison pour laquelle, à droite comme à gauche, on a recours au système des primaires. Mais les primaires, c'est la fin des partis. Christian. Alors, monsieur le ministre, est-ce que pour vous, Arnaud Montebourg, l'isolé, revenant, si je puis dire, qui a mis les pieds dans le plat au Congrès de Poitiers, a raison quand il dit que François Hollande a une politique, enfin un quinquennat, qui conduit à un désastre économique et politique. Alors, le quinquennat n'est pas terminé, on n'en est qu'à 3 ans. Mais vous êtes d'accord avec son jugement ? Écoutez, Arnaud Montebourg remplit une fonction d'alerte. Et il dit des choses que d'autres pensent, y compris à l'intérieur du Parti socialiste. Donc voilà, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir dit tout haut ce que beaucoup d'autres pensaient tout bas. Pas uniquement les frondeurs. Pas seulement les frondeurs. Mais est-ce que c'est une bonne façon, alors que le PS cherche le rassemblement? Est-ce que c'est pas contre-productif? Vous savez, le PS va être dans une situation très simple. Son candidat a été élu. François Hollande devra dire à la fin de 2016 s'il souhaite faire un nouveau mandat. Et il ne le fera que s'il sent que cela est possible. Sinon, eh bien, on sera obligé, de par même les statuts du Parti socialiste, de repasser par la case primaire. Et puis il y aura peut-être d'autres candidats qui surgiront d'un autre azimut, parce que les discours de l'ex-UMP et du Parti socialiste se recoupent sur beaucoup de points. L'acceptation des disciplines de la monnaie unique, le TSG qui avait été négocié par Sarkozy, adopté par Hollande. Donc on est dans une situation où une autre force pourrait émerger face à Le Pen. Donc il ne faut pas non plus exclure cette hypothèse. On faisait allusion il y a quelques instants aux primaires. Il s'avère que 78, enfin les sondages ne sont que des sondages, 78% des sympathisants du PS veulent des primaires pour l'élection présidentielle de 2017. Vous pensez que François Hollande va accepter cela? Oui, mais vous voyez, c'est un sondage. Oui, c'est ce que je disais. Sondage, ça ne part pas des réalités. En l'occurrence, le président de la République ne peut pas se soumettre à des primaires. Ça, ce serait ridicule, contraire à l'esprit des institutions. Ça ne se fera pas. Mais Manuel Valls, on le voit bien, veut quand même s'affirmer aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez qu'il a un avenir avec sa politique affichée de social-libéralisme, qui pose problème à l'intérieur du parti, comme on l'a vu? Oui, je pense que le Premier ministre ne peut pas faire une autre politique que celle que souhaite le président de la République. Donc je ne dirai pas les choses comme vous. Je pense que Manuel Valls a une personnalité. Il imprime, comme on dit. Et je pense que, quoi qu'il arrive, il ressortira. Disons que je l'encouragerais à cultiver sa fibre républicaine et à étendre sa réflexion à des domaines que, visiblement, pour le moment, dont il ne veut pas s'occuper. La politique économique, l'Europe, la politique extérieure, ce sont de grands sujets où il y a aussi une manière d'être républicain, c'est-à-dire de servir l'intérêt général du pays. On en vient à Manuel Valls qui s'est déplacé à Berlin, un déplacement qui fait polémique aujourd'hui en France, un déplacement pour aller voir un match de football aux frais du contribuable. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que cette polémique est absolument ridicule. Il a le droit de voir ses enfants, en l'occurrence, s'il faisait un déplacement. Il peut les voir en dehors d'un avion. Non, mais il peut les voir en dehors d'un avion, il n'a pas beaucoup de temps. Et de toute façon, ça n'a rien coûté. Il se croit obligé de rembourser. Ça a coûté 15 000 €. Bah, écoutez, non, ça n'a rien coûté, l'avion était vide.
hein. Donc il y avait de la place. Tout ça, c'est ridicule. On rabaisse le niveau du débat politique. Et je regrette même qu'il se soit cru obligé de payer une cotisation à la pression médiatico-sondagière. Oui, il a payé le billet pour ses enfants. Hein. Bien, je regrette qu'il se soit cru obligé de donner ce signe pour éteindre une polémique ridicule. Non, Donc pour vous, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Hein. Absolument. Vous avez signé une tribune pour défendre le collège de l'exigence avec 2 anciens ministres. Vous êtes très critique aussi sur la réforme du collège en France. Pourquoi ? Et vous savez, je crois savoir de quoi je parle. Il y a en matière d'école 2 traditions. Mais tous les ministres ne coïncident pas avec la tradition que j'ai incarnée, qui est celle d'une école qui avait à la fois le souci de la démocratisation et le souci du maintien de la qualité, de l'exigence. J'avais forgé une expression, l'élitisme républicain, c'est-à-dire chacun, sans exception, doit être mis en situation d'aller au bout de ses possibilités. Aujourd'hui, on considère que quand il y a une tête qui dépasse, c'est une inégalité insupportable. Avec ça, on va faire le collège des nuls. C'est un nivellement par le bas, c'est ça ? Mais quand on supprime 20% des horaires disciplinaires pour leur substituer des programmes soi-disant interdisciplinaires dont l'intitulé est le corps et la santé, le développement durable, langue et culture de l'Antiquité et autres thématiques très générales avec des professeurs qui ne sauront pas quoi faire, hein, eh bien évidemment, on va encore accroître le désarroi des enseignants qui sont quand même laissés seuls sur le front. Et moi, je voudrais les encourager. Et naturellement, ce n'est pas en diminuant les horaires d'1/5, c'est quand même pas une petite chose, hein, qu'on va améliorer les performances en baisse de notre école. Sur ce même plateau, il n'y a pas longtemps, Jacques Lang disait qu'il n'était pas du tout d'accord avec Najat Vallaud-Belkacem. Alors, il ne s'agit pas de faire le procès de qui que ce soit, mais est-ce que vous considérez aujourd'hui que Najat Vallaud-Belkacem est à la hauteur pour un dossier que vous connaissez très bien, mais qui est aussi lourd ? Écoutez, Najat m'a demandé quelques conseils que elle a été sage, alors. Je lui ai donnés, mais qu'elle n'a pas suivi. Je pense Quel conseil vous lui aviez donné ? Oui, par exemple, de rappeler que l'école avait pour fonction la transmission des savoirs et des valeurs, hein, qu'elle devait faire aimer la France à travers les grandes œuvres de la littérature. Cela n'est mentionné nulle part. Elle devait renouer avec une histoire, un récit national qui ne soit pas uniquement pénitentiel. Or, quand je lis l'interview de M. Lusseau, président du Conseil national des programmes, on ne parle que des traites négrières, des lois antisémites de Vichy. On a l'impression que la France n'est plus le pays de la Révolution française. Qu'il n'y a eu au XXe siècle ni les poilus, ni Verdun, ni les résistants, ni le général de Gaulle. Alors, à force de montrer tous ceux qui ont failli, qui ont été lamentables, on donne de la France une image qui n'est pas la bonne et qui empêche les jeunes issus de l'immigration de se reconnaître dans la France. Voilà, alors c'est justement ça. Comment ramener ces jeunes issus de l'immigration ? On l'a vu lors des attentats de Charlie Hebdo, certains jeunes d'ailleurs dans les écoles qui étaient totalement à l'opposé de l'unité qui s'était affichée alors et de la condamnation de ces attentats. Est-ce que c'est pour ramener ces jeunes dans ce giron de la République ? Non, écoutez, il y a la France, il y a la République, et je pense que si vous parlez des jeunes qui sont issus de l'immigration maghrébine, ils ne demandent qu'à s'intégrer en réalité. Encore faudrait-il leur faciliter les choses. Donc, pas de passe-droit, pas de discrimination, dans quelque sens que cela soit. Hein. L'école du mérite, hein, c'est pour eux un point d'appui, et une école structurée, c'est une chance donnée aux jeunes qui sont au départ démunis de capital culturel, si bien entendu on fait l'effort de consacrer davantage de moyens aux apprentissages initiaux. Mais je reviens au problème que vous posez. Il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde. En France, c'est la... 5 à 6 millions. Moi, je ne dis pas des musulmans, ça c'était M. Sarkozy. Il y a des gens qui, effectivement, ont leur racine Algériens, Marocains, Tunisiens de la Méditerranée, qui sont un peu plus pratiquants que les autres, mais pas tellement plus. Mais la réalité, c'est qu'il faut que la France continue d'intégrer. Pour ça, elle doit se rendre aimable, attractive. Elle doit offrir, à travers l'école notamment, le logement, l'emploi, des possibilités à ces jeunes. Et en même temps, il faut être clair. Il n'y a pas d'excuse pour des actes terroristes, pas d'excuse pour Daesh. La loi doit s'appliquer avec fermeté, avec sévérité. Alors, on ne peut pas
Est-ce que vous considérez qu'on est trop laxiste en France vis-à-vis de tous ces gens, Daesh et autres, de tous les gens qui font du prosélytisme religieux d'un côté et tous ceux qui sont derrière des attentats que nous avons connus? Écoutez, j'observe la difficulté qu'il y a à mener une politique de contrôle de l'immigration. Il y a un certain nombre de gens qui se croient autorisés à intervenir pour empêcher l'application de la loi. Je ne suis pas favorable à ce genre d'attitude. Je pense qu'en France, il faut revenir à la règle républicaine, qu'elle s'applique à tous. C'est la seule manière d'éviter une dérive vers Le Pen, vers le Front National, parce que trop de laxisme et trop de tolérance à l'égard d'un chômage de masse qui frappe d'abord les jeunes et les plus démunis. Tout cela fait le lit de l'extrême droite. Donc il est temps qu'il y ait un gouvernement républicain qui s'exprime avec fermeté. Daesh est une menace considérable à l'échelle mondiale, mais aussi sur notre sol. Mais nous ne la combattrons que par une politique républicaine, sereine, ferme, et en n'oubliant pas que nous-mêmes, nous avons créé le désordre à l'origine. Alors, j'en viens à l'Irak, justement, où la France est engagée. Est-ce que vous pensez que combattre Daesh par des bombardements, c'est la bonne stratégie? Évidemment non. Mais je vous rappelle, c'est ce que j'allais vous dire, que la première guerre du Golfe a ouvert une ère de déstabilisation. Il y avait un Irak... La guerre de 91, La guerre de 91, oui, je dis bien la première. Il y avait un équilibre entre les chiites et les sunnites, kurdes ou arabes. Cet équilibre assez artificiel. Il y avait, je dirais, il y a un peu plus de 50% de chiites. Ce sont Bush père et fils qui sont responsables de toute cette déstabilisation de cette partie. Certainement, mais nous n'avons pas, à mon avis, nous-mêmes dit très clairement ce qui était en jeu dans le monde arabe. Car dans le monde arabe, il y avait deux réponses à l'Occident. La réponse modernisatrice et la réponse identitaire, les frères musulmans, qui ont été créés au lendemain de la chute du califat. Eh bien, nous avons poussé trop souvent en faveur des islamistes. Nous avons voulu effacer les frontières du Moyen-Orient, remettre en cause celles qui étaient héritées de l'histoire, et ça ne donne rien de bon, sinon un espace où les sunnites d'Irak ont été livrés d'abord à Al-Qaïda, ensuite à Daesh, parce que le gouvernement de Bagdad, dominé par les chiites, est évidemment un gouvernement qui ne se préoccupe pas de ces régions occidentales, de l'Irak peuplé de tribus sunnites. Donc ces tribus se sont trouvées rejetées dans les bras de l'extrémisme radical. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Daesh peut prendre Damas, peut prendre Bagdad? Et puis, est-ce que vous n'êtes pas inquiet non plus de ce que j'appelle moi l'impuissance de l'Occident, l'impuissance de M. Obama, qui au sommet du G7, à Garden-Partenkirchen, disait récemment: on n'a pas encore trouvé vraiment, je le cite, la bonne stratégie face à Daesh. C'est quand même inquiétant. Mais la seule bonne stratégie aurait d'abord consisté à ne pas faire ce qui a été fait, ensuite maintenant à essayer de faire aux sunnites d'Irak leur place dans un État fédéral, car on ne peut pas vaincre le terrorisme si on ne coupe pas en quelque sorte l'herbe sous le pied à ces terroristes fanatiques. Et alors naturellement, comment on le fait? Ça veut dire qu'il faut détacher les populations, mais c'est ce qu'avait réussi un général américain, Petraeus, par rapport à Al-Qaïda. Et aujourd'hui, nous avons le même problème par rapport à Daesh. Il ne faut pas jamais oublier que les musulmans sont les premières victimes du terrorisme djihadiste et qu'on ne peut gagner face au terrorisme djihadiste qu'en s'appuyant sur la grande masse des musulmans qui souffrent. Absolument. Christian, on va passer à l'Ukraine. Il nous reste 2 minutes d'émission, donc on en vient au G7. Mais je voulais juste quand même entendre Dominique sur... En Allemagne, la Russie est toujours exclue. On en vient à la Russie, il nous reste 2 minutes d'émission. On en vient à la Russie. Je voudrais quand même dire que la politique en Syrie est également erronée, parce que finalement, on va avoir le choix entre Daesh et Al-Nosra, c'est-à-dire deux variétés de djihadisme terroriste. Donc vous êtes pessimiste sur l'issue Eh bien, je pense qu'il faudrait redresser les mots d'ordre qui ont été donnés à M. Bachar el-Assad avec quelques appuis. On peut penser ce qu'on veut, mais il fallait il faut discuter avec Bachar el-Assad. Oui, il faut rapprocher en tout cas les quelques éléments sur lesquels on peut avoir de l'influence du gouvernement syrien. D'accord. On termine avec le G7 qui s'est tenu en Allemagne. La Russie en est toujours exclue du fait de son soutien aux séparatistes pro-russes. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie? Non, c'est une politique imbécile qui va aboutir à rejeter la Russie en direction de la Chine. Ce n'est pas intelligent. Et j'ajoute que cette crise pouvait être évitée, mais qu'il y a des gens qui nous manipulent
hein, il faut le dire, et qui se servent de l'Ukraine comme d'un brandon de discorde. Quand vous dites les gens Oui, les Américains, disons, enfin pas tous, mais certains qui ont cette idée, faire que l'Ukraine soit un brandon de discorde entre l'Europe d'une part, la Russie d'autre part. Car ils ne veulent pas que l'Europe et la Russie vivent en bonne entente. Je vous repose une question que j'ai posée maintes fois. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut dire à M. Poutine aujourd'hui, on vous laisse tranquille dans votre zone d'influence et on a besoin de tous de travailler ensemble sur l'Irak, sur l'Iran, sur la Syrie. Soyez un réel partenaire. En un mot, Oui. ce sera le mot de la fin. Oui, mais en disant nous voulons être associés à la réhabilitation de l'Ukraine, qu'on ne donne pas à l'Ukraine le choix entre la Russie et l'Europe, comme on l'a fait avec Maïdan, etc., mais qu'on dise l'Ukraine doit être une œuvre commune de la Russie et de l'Europe. Merci beaucoup, Monsieur Chevènement, d'avoir été notre invité sur i24 News. Tout de suite, d'autres informations.